Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Dans cette vidéo, j'apporte une bonne et une moins bonne nouvelle en fait pour vous. La bonne nouvelle là, c'est que dans cette vidéo, nous allons aborder le web. Et oui, nous allons commencer à nous intéresser à la création de sites web. La moins bonne nouvelle là, c'est que cette vidéo était censée être une initiation voilà, à la bibliothèque Django de Python qui permet en fait de créer des sites web. Alors que j'étais en train de préparer mon plan de cours, une idée m'est venue en fait, je me suis demandé est-ce qu'en fait je ne saute pas en fait du coq à l'âne. Voilà, puisque on est censé voir en fait voilà, une librairie en fait qui va permettre de concevoir en fait des sites web, mais nous n'avons pas vu les b.a.-ba du web. Alors, dans cette vidéo, nous allons introduire tout ce qui tourne en fait autour du web, d'accord? Et dans la prochaine vidéo, et du moins dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de faire une formation introductive au standard du web. C'est-à-dire que nous allons voir ensemble le HTML, le CSS et un peu de JavaScript. Alors, pour déjà commencer, en fait, qu'est-ce que c'est que Internet? Ce terme Internet, très courant, qu'est-ce que c'est? D'accord? On l'entend partout, on le prononce quotidiennement, mais en fait, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans Internet, en fait, vous avez deux mots, inter et net. D'accord? Inter, entre en anglais, et net, connecté. Donc, en fait, Internet signifie juste ça, interconnecté. Donc, pour définir ce que c'est qu'Internet, on peut le voir simplement comme étant un réseau de réseaux, en fait, d'ordinateurs connectés qui communiquent les uns avec les autres. OK? Alors, comment est-ce que ces connexions fonctionnent? Lorsque vous avez dans votre domicile, en fait, deux PC que vous voulez connecter, deux ordinateurs, pas forcément sur des PC, lorsque vous avez deux machines que vous souhaitez connecter, voilà, vous aurez soit besoin d'un câble Ethernet pour connecter les deux machines, en fait, ce qu'on appelle une connexion physique à l'aide d'un câble, soit une connexion réseau avec le Wi-Fi. Une fois que la connexion est établie dans ces deux machines peuvent mutuellement communiquer les uns avec les autres et se transmettre des informations. Alors, cette connexion s'appelle de l'intranet, d'accord? Ce qui signifie en fait une connexion locale, c'est-à-dire une connexion avec des machines en local, d'accord? Alors, supposons maintenant que vous ayez plusieurs machines que vous souhaitez connecter ensemble. Si vous voulez faire une connexion physique avec 10 machines, voici en fait le chemin de connexion qu'il y aura, d'accord? Vous aurez environ besoin de 9 fiches de connexion par PC, d'accord? Et de 45 câbles en tout pour connecter 10 machines ensemble. Alors, cette connexion devient entre-temps un peu plus compliquée parce que plus vous avez de machines, en fait, plus c'est compliqué. Et c'est là que la connexion réseau devient plus avantageuse avec le routeur. Le routeur, c'est simplement en fait un système, voilà, qui va tout simplement servir en fait de pont, voilà, de point de connexion entre vos différentes machines. Comme vous le voyez dans l'image à gauche ici, en fait, au centre ici, nous avons notre routeur, d'accord? Ainsi, la machine, toutes les machines se connectent au routeur via un seul câble, voilà. Et le routeur, en fait, a à son interne, en fait, les informations de chaque machine. Ainsi, les machines peuvent communiquer les uns avec les autres avec ce qu'on appelle le protocole TCP/IP. Qu'est-ce que c'est que le TCP/IP? D'accord? Le protocole TCP signifie Transmission Control Protocol et IP signifie Internet Protocol. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le TCP? C'est tout simplement en fait le protocole qui va nous permettre d'ouvrir une connexion, de transmettre en fait des packages, c'est-à-dire une information, et de fermer la connexion. L'IP en fait, c'est tout simplement une adresse unique qui est affectée à une machine bien spécifique. Comme exemple d'adresse IP, vous avez ces deux-là. 117, 147, 321 et 32 est une adresse IP. OK? Et cette suite est également une adresse IP. Alors, le routeur en réalité n'est ni plus ni moins en fait qu'un système qui va tout simplement lister les IP en fait de vos machines et les mettre en connexion perpétuelle, d'accord? Ainsi, lorsqu'une machine va vouloir communiquer avec une machine, il va transmettre en fait une requête au routeur, voilà, avec l'IP de la machine qui veut communiquer. Le routeur connecte la machine avec la machine concernée et ils communiquent ensemble. Alors ça, c'est très simple en fait, mais cela ne suffit pas. Là, en fait, nous avons vu qu'en fait que la connexion c'est une connexion en interne, c'est-à-dire simplement c'est local, c'est juste local à votre domicile et pas ailleurs, d'accord? Comment faire en fait pour communiquer avec le reste du monde? Pour communiquer en fait avec l'extérieur, nous aurons besoin en fait d'un modem. Et le modem en fait a pour unique fonction en fait de se connecter au routeur et tout simplement de transmettre en fait les informations, voilà, de ce routeur là vers l'extérieur, vers un réseau plus grand
à l'extérieur. Alors, pour que cela soit en fait faisable, en fait, le modem utilise simplement un accès à Internet qui est accordé par un FAI, fournisseur d'accès Internet, ou un ISP, Internet Service Provider, d'accord? Et c'est tout simplement en fait le réseau en fait qui va tout simplement accorder en fait l'accès au modem en fait pour qu'il puisse communiquer avec les réseaux externes. Alors, pour détailler un petit peu le schéma, voici un peu ce qu'on a. Ici, en fait, nous avons un routeur ici, voilà, ce que j'appelle le router connection, c'est tout simplement le routeur et ses machines-là, d'accord? Et dans ce routeur-là, en fait, la machine A, B, C, D, E, en fait, ont leur adresse IP qui est là, d'accord? Lorsque la machine D va vouloir communiquer avec la machine C en interne, il n'y a pas de souci, ça marche. Alors, il va transmettre tout simplement une information au routeur avec l'information, en fait, que c'est à cette machine qui souhaite communiquer. Le routeur, en fait, va prendre l'information, va connecter, en fait, à cette machine-là à machine C, voilà, puisqu'il connaît en fait l'adresse IP de la machine C. Il va connecter la machine D à la machine C et ils vont pouvoir se transmettre mutuellement en fait des informations. D'accord? Alors maintenant en fait, pour pouvoir accéder en fait à l'internet à l'extérieur, au réseau externe, le routeur en fait va se connecter à un modem qui est là. D'accord? Donc le modem en fait se connecte à un ISP. OK? Un Internet Service Provider. Et l'ISP en fait va tout simplement connecter ce modem-là à un réseau plus grand à l'extérieur. D'accord? Donc, supposons par exemple que ça, c'est vous en fait, d'accord? Cette partie-là, c'est vous, votre maison et tout. Et cette partie-là, en fait, c'est la maison en fait de votre voisin, d'accord? Donc, en fait, votre voisin également, comme vous, a des machines A prime, B prime, C prime, D prime et E prime en fait, qui se connectent à un routeur interne. Donc là, en fait, on a une connexion locale. C'est-à-dire que ces machines peuvent communiquer entre eux en interne, il n'y aura pas de souci, d'accord? Ensuite, pour avoir accès en fait à un réseau externe, ils se connectent également à un modem, d'accord? Et le modem, en fait, se connecte à un ISP, d'accord? Un FAI, un fournisseur d'accès Internet. Et c'est eux maintenant qui vont se connecter, en fait, vers un plus grand réseau, des réseaux locaux. Et c'est ainsi de suite que la chaîne se produit pour créer, en fait, un réseau de réseaux. Alors, supposons simplement, en fait, que la machine D ici, en fait, souhaite se connecter à la machine D' ici. À partir de cette chaîne de communication, en fait, ces deux machines peuvent rentrer en contact très facilement. Alors maintenant, c'est quoi le web? Le web est très souvent confondu avec Internet, mais c'est deux notions totalement différentes, si bien dans le fonctionnement que dans l'implémentation. C'est-à-dire que ce n'est pas un même système. Ok? On a défini tout à l'heure en fait qu'Internet, c'est tout simplement un réseau qui connecte un grand nombre de machines. D'accord? Alors que le web, c'est tout simplement un service en fait qui va utiliser Internet, mais ce n'est pas Internet. Alors, que signifie le web? Le web est tiré en fait du terme World Wide Web qui signifie grande toile mondiale. C'est tout simplement un système qui a été créé par Tim Berners-Lee. Et au passage, sachez que lorsque vous rentrez une URL comme https://www.google.com, ces 3 W en fait représentent en fait les initiales en fait de ce terme-là, World Wide Web. C'est tout simplement ce que cela signifie. Alors, c'est quoi concrètement le web? Ce n'est ni plus ni moins en fait qu'un assemblage de pages via les liens hypertextes, ce qu'on appelle les hyperliens, que l'on peut avoir accès par une application qu'on appelle un navigateur. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? En fait, on a ce qu'on appelle un serveur web. Ce serveur-là, c'est une machine et c'est une machine connectée à Internet. Donc, cela signifie en fait que la machine a une adresse IP. Pourtant, on a vu ensemble que pour ce faire, il va falloir qu'on se connecte à notre serveur. Ce qui signifie qu'on doit renseigner cette adresse IP-là, voilà, pour pouvoir accéder en fait à la page web concernée. Alors, on a créé simplement un système, voilà, qui permet en fait de convertir en fait ça ici, voilà, en tout simplement une adresse qu'on peut lire. Et pour faire la liaison entre ces deux adresses-là, on utilise ce qu'on appelle un DNS, un domain name system, d'accord, qui va permettre en fait de faire la liaison entre cette adresse-là, visible par l'homme, voilà, à cette adresse-là qui ne peut être comprise que par une machine. Alors maintenant, nous allons passer à quelques définitions essentielles pour la suite, d'accord? Le premier terme qu'on va définir, c'est URL. URL signifie Uniform Resource Locator. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un URL? Le web, en fait, c'est tout simplement une toile, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est des pages, en fait, qui se connectent les unes aux autres par des liens. D'accord? Donc, ces liens, en fait, finissent par s'entremêler les unes aux autres et créent, en fait, une grande toile, voilà, similaire à la toile d'araignée. Le concept dans le web, c'est simplement que chaque élément doit avoir une adresse unique. Chaque ressource, voilà, peu importe sa nature en fait,
doit tout simplement avoir une adresse unique. Donc, l'URL permet d'affecter une adresse unique à chaque fichier que vous aurez sur votre serveur. Cela ne dit pas qu'un fichier ne peut pas être répété. Non, cela signifie simplement que même si un fichier est répété 2 fois sur un même serveur ou même dans des serveurs différents, chaque fichier aura une adresse différente et propre à lui-même. Ensuite, nous avons le HTTP. Ce terme-là que vous voyez très souvent dans les URL. HTTP, HTTPS, www.google.com. D'accord? Alors, HTTP signifie en fait Hypertext Transfer Protocol. Le HTTP est un protocole qui va permettre le transfert d'un type de fichier, ce qu'on appelle les hypertextes. D'accord? C'est les fichiers de type HTML. Les hypertextes, les fichiers HTML là, ne peuvent être interprétés que par des navigateurs. D'accord? Donc, en fait, le HTTP, c'est tout simplement un protocole qui permet de faire une communication entre un serveur et un navigateur web. Ensuite, nous avons le FTP. Le FTP, pour File Transfer Protocol, est également un protocole de communication entre un serveur et un logiciel spécial qu'on appelle là un logiciel de type FTP. Dans ce cas, en fait, nous ne connectons pas en fait au serveur via un navigateur, mais via une application bien définie qui nous permet en fait d'envoyer et de récupérer voilà, des fichiers et des informations à notre serveur. Ensuite, nous avons le SMTP qui signifie Simple Mail Transfer Protocol. Alors, ça également, c'est tout simplement un type de protocole qui permet voilà, de communiquer un serveur, voilà, un serveur à un serveur mail. D'accord? Donc, le SMTP va nous permettre en fait d'envoyer des mails et d'en recevoir continuellement. Alors maintenant, en fait, comment est-ce que ces connexions fonctionnent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, lorsqu'il y a connexion, en général, on a les deux termes de client et de serveur. Supposons le cas d'un transfert HTTP, nous allons simplement en fait émettre une requête. C'est-à-dire que le client, en fait, là, l'ordinateur client va émettre voilà, une requête vers le serveur. D'accord? Alors, le serveur va récupérer sa requête, va traiter la requête et va tout simplement retourner ce qu'on va appeler une réponse. Alors, dans la réponse en fait, que le serveur va retourner au client, en fait, on a différents types de réponses. On a entre autres les pages, les images, les vidéos, les datas et bien plus. D'accord? Alors, restons tout simplement dans le contexte d'une page web. Supposons que le client, c'est un navigateur web qui émet en fait une requête pour avoir accès à une page web. Le cas de Google, par exemple. Les réponses que le serveur peut retourner seront en fait des fichiers qui peuvent être de trois types: HTML, CSS et JavaScript, et notamment des images, des vidéos, voilà, des mèmes si vous avez ça dans votre page web. D'accord? Alors, comment est-ce que cela fonctionne en réalité? En fait, dans ce contexte, le client va émettre en fait une requête. Et la requête, c'est tout simplement en fait l'URL en fait qu'il va placer dans la barre de recherche. D'accord? Une fois qu'il va balancer en fait, la requête sera transférée en fait au serveur de Google. D'accord? Puisque là, on demande en fait qu'on veut avoir accès à Google. Donc, le DNS va convertir en fait l'adresse IP et va trouver en fait le serveur qui est concerné en fait par cette adresse IP là. OK? Donc, il va transmettre la requête au serveur de Google. Google, à son tour, va tout simplement nous répondre en nous retournant des pages que nous allons télécharger et le navigateur va automatiquement l'interpréter et afficher tout simplement une page web. Alors, ce type de site, les sites qui retournent simplement du HTML, CSS et du JavaScript, c'est tout simplement couramment ce qu'on appelle des sites web statiques. Déjà, du nom, vous l'aurez compris, c'est tout simplement un site qui ne bouge pas. D'accord? Cela signifie en fait que les pages web en fait, du site voilà, ne sont pas actualisées quotidiennement et n'ont pas en fait de mise à jour quotidienne. D'accord? Donc, il est statique. Mais on a également les sites web dynamiques. Et dans un site web dynamique, en fait, le chemin en fait est un peu plus compliqué. En fait, un peu différent, pas compliqué du tout. D'accord? Dans ce cas, en fait, la requête part toujours de ce point-là. C'est simplement que le navigateur, le client ici, va toujours émettre une requête. D'accord? Donc, cette étape ne change pas. Donc, il va tout simplement envoyer une requête au serveur de Google. Maintenant, là, en fait, la requête, en fait, ne part pas directement au serveur qui va répondre directement, mais la requête va passer par une étape, en fait, une étape d'interprétation, d'accord? Et l'interprétation est faite par un langage, le plus courant étant le PHP. Donc, le PHP, en fait, va récupérer la requête qu'on a émise, va tout simplement traiter la requête, voir, en fait, ce que la requête demande, qu'est-ce qui concerne cette requête-là, et le PHP, en fait, va émettre, en fait, des requêtes vers le serveur de Google directement et vers la base de données, par exemple, pour récupérer des informations. D'accord? Une fois qu'il aura en fait récupéré tout ça,
il va traiter, voilà, les données qu'il va récupérer dans les deux points et il va tout simplement retourner le résultat. Mais le PHP va retourner des fichiers de type PHP. Voilà. Donc, mais le PHP, en fait, va retourner des fichiers PHP. Et le PHP n'est pas interprété par le navigateur. Donc, le PHP ne peut pas passer directement le résultat qu'il aura directement à notre navigateur. Donc, le PHP va passer par un moteur de rendu qui va tout simplement récupérer l'information en PHP et va la convertir en document HTML qui sera compris et interprété par le navigateur. D'accord? Donc, Apache n'est pas le seul moteur PHP. On a Nginx également qui permet également de faire cela. Et dans les sites dynamiques, nous avons entre autres les sites qu'on connaît très bien. On a Facebook, Insta, on a Twitter, voilà, maintenant devenu X. On a également les blogs également qui sont des sites dynamiques. Alors que dans les sites statiques, on a ce qu'on appelle les portfolios, on a les CV en ligne qui sont des sites statiques. C'est-à-dire simplement en fait que les données ne sont pas actualisées quotidiennement. Quelles sont les différentes technologies serveurs? Est-ce que nous n'avons que le PHP? Non. En fait, plusieurs langages permettent de gérer en fait les données en serveur. On a le PHP notamment, voilà, qui signifie Hypertext Preprocessor. En fait, à la base, PHP ne signifiait pas ça. PHP, c'est pas Personal Home Page. Ensuite, on a le JavaScript avec notamment la technologie Node.js qui va vous permettre également d'administrer un serveur, voilà, de traiter correctement les données qui vont entrer. Et on a le Python, voilà, avec pas mal de technos comme Django, notamment Flask, Pyramid et autres, qui vont nous permettre également de pouvoir en fait gérer les informations et les données d'un serveur. On a également le C# avec notamment .NET, on a le Java EE et on a enfin Ruby avec sa technologie Ruby on Rails qui va vous permettre également de pouvoir développer des sites web performants. Alors maintenant, quels sont les différents types de développeurs? Combien de développeurs est-ce qu'il y en a en tout? Il vous arrive souvent en fait d'entendre en fait ces notions-là, voilà, le développeur front-end, d'accord? Le développeur front-end, front office, voilà, ou tout simplement front-side, voilà, c'est tout simplement en fait des termes qui désignent la même chose. C'est le développeur en fait qui va tout simplement s'intéresser à l'aspect physique en fait de votre site web, d'accord? Lorsque vous allez lancer un site web, voilà, la beauté, l'élégance en fait du site web est gérée par le développeur front-end. Ensuite, on a les développeurs back-end. Les développeurs back-end, en fait, c'est tout simplement les développeurs qui vont tout simplement administrer le serveur. Voilà. Donc, c'est les développeurs qui vont apprendre les technologies comme Python, Node.js, voilà, Ruby on Rails, qui vont en fait les permettre en fait de gérer les informations qui entrent dans un serveur et répondre en conséquence. D'accord? Et enfin, on a les développeurs full stack. Eux, c'est tout simplement des touches à tout. Voilà, ils n'ont pas vraiment de spécialité. Ils savent faire du front, ils savent faire du back. Alors, dans cette vidéo, qui était une vidéo introductive, en fait, on a eu à définir pas mal de notions. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'Internet, vous savez ce que c'est que le web. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la prochaine partie, voilà, le développement HTML, qui va nous permettre, en fait, de créer, en fait, la structure, en fait, de notre site web ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici la prochaine vidéo, de vous. Ciao.